Les amis, l'heure est grave. Aujourd'hui, on juge Jean-Jacques. Ou devrais-je dire John Jack, puisqu'on est aux États-Unis. Tueur à gages émérite, John Jack exécute des contrats depuis des années pour tous les malfrats du pays, ainsi que pour la mafia. Il est professionnel et discret, mais cette fois, il a commis une terrible erreur. Son ADN a été retrouvé sur une scène de crime, permettant enfin à la police de mettre la main sur lui. Vous l'avez compris, je vous propose aujourd'hui de faire une petite pause dans l'affaire Murdoch et de suivre avec moi la folle aventure de John Jack, de son arrestation jusqu'à sa sentence. Ça va nous permettre de découvrir ensemble les grandes étapes d'un procès criminel aux États-Unis, de mieux comprendre les rouages de la justice et le vocabulaire qui est associé. Alors si ça vous intéresse, sautez donc à pieds joints dans mon bus magique, c'est parti, on y va, générique. Please raise your right hand. Do you solemnly swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this matter here today? Your Honor, I'm going to object on hearsay. That's basic law. Telling me I'm a suspect in the murder of my wife and my child? Juror badge number 18. Are these your true and correct verdicts? I don't know if you've seen anybody be killed, but it's upsetting. And would you please poll the jury? Grâce aux cheveux qu'ils ont retrouvés sur la scène de crime, la police a pu obtenir très facilement auprès d'un juge ce qu'on appelle un mandat d'arrêt à l'encontre de John Jack. Avec ce mandat, ils peuvent donc se rendre chez lui et procéder à son arrestation. C'est-à-dire qu'ils lui passent les menottes et puis surtout, ils vont lui lire ses droits Miranda. Alors les droits Miranda, vous les connaissez peut-être sans le savoir, c'est ce fameux texte qui permet de communiquer à un suspect l'ensemble de ses droits. Vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit de parler à un avocat et d'avoir un avocat présent pendant que vous êtes interrogé. Si vous ne pouvez pas vous... C'est une étape qui est hyper importante parce que si la police oublie de lire les droits Miranda à un suspect, ça peut faire tomber tout le dossier à l'eau, et c'est donc évidemment une erreur que ne feront pas les policiers dans notre affaire. John Jack est conduit tout droit en prison, et il peut de là-bas contacter son avocat. Et comme il a plein de thunes, vu que ça fait des années qu'il bosse pour la mafia et tout, eh bien il peut se payer le luxe d'avoir accès à la crème de la crème des avocats de la défense. Regard sexy, sourire enjôleur, Maître Brian Barrow est d'origine française par son père et irlando-chino-vietnamande par sa mère. Il aime les courgettes, les coccinelles et s'envoyer une petite bière en fin de journée. Avocat émérite à l'humour ravageur, il séduit les jurys de tout le pays avec autant d'aisance que le plus mignon des rongeurs. Ainsi mis au courant de la situation de son client, Maître Barrow se prépare immédiatement pour la première comparution de John Jack. John Jack. 24 à 48 heures après son arrestation, le suspect passe une première fois devant un juge. C'est pas encore son procès du tout, c'est simplement une première audience devant un juge qui va permettre à la justice d'expliquer au suspect pourquoi il a été arrêté, quelles sont les charges retenues contre lui et quels sont ses droits. On va donc expliquer à John Jack qu'il est là parce qu'il est suspecté du meurtre de Charlotte Sterling, une excellente notaire très respectée localement, qui s'apprêtait, comme par hasard, à témoigner contre un parrain de la mafia. C'est aussi généralement à ce moment-là qu'on va aborder la question de la caution, c'est-à-dire est-ce qu'on autorise le suspect à sortir de prison, à rester libre jusqu'à son procès contre une certaine somme d'argent, ou pas. Ce système de caution, il peut changer complètement d'un état à l'autre, parfois même suivant le tribunal, parfois même suivant le juge, donc c'est un petit peu complexe, mais de manière globale, générale, voilà comment ça se passe. Le ou la juge va déterminer le montant de la caution en fonction de différents critères, comme par exemple la gravité du crime, le risque de fuite ou pas du suspect, de son casier judiciaire, etc. Cette caution, ensuite, en fait, elle sert de dépôt de garantie. C'est un peu comme si, je sais pas, vous êtes au resto, vous avez oublié votre carte de crédit, vous laissez votre passeport, le temps d'aller récupérer de l'argent et de revenir et de payer. La caution, c'est exactement ce même principe-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la majorité des cas, si le suspect fait bien tout comme il faut et respecte bien ses rendez-vous et tout, cette somme, cette caution, à l'issue de son procès, elle lui est remboursée. C'est pour ça que c'est une somme qui est aussi, en général, calculée en fonction des revenus de la personne, l'idée étant que ce soit une somme suffisamment importante pour elle pour qu'elle ait un petit peu envie de la récupérer, sinon ça marche plus très bien. Dans le cas de John Jack, on est clairement sur un citoyen richissime qui a beaucoup de connexions et pour qui il serait ultra simple de filer par exemple en Amérique latine avec un faux passeport aussitôt sorti du tribunal, histoire de se faire un petit coup de chirurgie esthétique là-bas et puis de revenir ensuite ni vu ni connu sous une nouvelle identité, donc bien évidemment
pas de caution pour John Jack, il reste en prison jusqu'à son procès. À partir de là, il peut encore y avoir différents types d'audiences qui vont servir la plupart du temps à estimer s'il y a bien assez de preuves contre le suspect pour vraiment aller en justice. Mais voilà, c'est un petit peu complexe, on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, sachez simplement que c'est une possibilité. Dans le cas de John Jack, vous vous en doutez, ça fait des plombes que la police essaye de le choper. Les gars, ils ont un dossier comme as sur lui, donc évidemment, ils ont assez de preuves pour pouvoir le poursuivre. Et tout ça nous amène donc à une nouvelle audience qui s'appelle en anglais The Arraignment, qui est en fait une mise en accusation formelle. Et c'est lors de cette nouvelle audience que John Jack est officiellement accusé du meurtre au premier degré, c'est-à-dire avec préméditation, de Charlotte Sterling, et il risque la prison à vie, voire la peine de mort. L'arraignment, c'est aussi l'occasion pour John Jack de faire part de son plaidoyer, et lui, écoutez, il est confiant, il plaide donc non coupable, comme vous vous en doutez sûrement, parce que sinon en fait la vidéo s'arrêterait là, on n'aurait jamais la suite de la procédure judiciaire. Or c'est quand même tout le point de cette vidéo, c'est quand même un peu con. Donc merci John Jack de plaider non coupable. C'est généralement après cette audience, après cet arraignment, que l'accusation et la défense vont se rencontrer et tenter de trouver un accord. Même si en réalité techniquement l'accusation peut tout à fait proposer un accord à l'accusé, à partir du moment où il est arrêté jusqu'au délibéré des jurés. Par exemple, dans notre affaire, la police a proposé un accord à John Jack, ils lui ont proposé de plaider coupable, de donner quelques petites infos sur ses clients, en échange d'une peine de prison réduite à 30 ans. Vous n'avez que 35 ans, John Jack, vous sortirez à 65. Vous pourrez encore profiter d'une retraite paisible à jouer à la belote avec vos potos qui seront encore en vie, au lieu de pourrir en prison comme un vieux rat. Réfléchissez, John Jack. Tel est l'argumentaire des policiers qui ne réussiront pas malheureusement à faire changer notre suspect d'avis. En plaidant non coupable, John Jack fera donc partie des moins de 10% d'affaires qui vont jusqu'au procès, parce que oui, aux États-Unis, il y a plus de 90% des cas qui se règlent par un accord entre l'accusation et la défense et qui du coup n'ont pas besoin de procès. Il peut encore y avoir d'autres audiences avant le début du procès, en général à la demande des avocats, donc soit l'avocat de la défense, soit l'avocat de l'accusation qui en général en criminel est un avocat d'État, c'est l'État qui poursuit le suspect, et donc cet avocat on l'appelle un procureur ou une procureure. Ils peuvent donc demander des audiences supplémentaires pour, je sais pas, tenter de faire retirer des preuves du dossier par exemple, ou au contraire rajouter des preuves et du coup peut-être demander à modifier les charges contre le suspect. Donc ça peut arriver. Et puis il y a une autre étape extrêmement importante et même cruciale avant le début du procès, et cette étape c'est la sélection du jury. Dans un premier temps, on va convoquer des citoyens lambda qui sont tirés au sort généralement parmi les inscrits des listes électorales. Une fois qu'ils arrivent au tribunal, on peut leur demander de remplir un questionnaire qui va permettre en fait déjà de sortir en fait les gens qui peut-être ne pourraient pas être jurés pour des raisons objectives. Je pense par exemple à un cas où il y aurait un policier parmi les jurés tirés au sort. On peut facilement se dire qu'un policier, il va pas être très objectif pour juger un criminel, et donc peut-être c'est pas le meilleur juré possible, donc dans ces cas-là, pour lui, ça s'arrêtera là. Une fois qu'on a fait cette première sélection parmi les jurés potentiels, il va y avoir une phase d'interrogatoire, pendant laquelle l'avocat de la défense, maître Barrow dans notre cas, et la procureure, ici Mary Christine Tapplegate, vont poser des questions aux potentiels jurés. Cette étape, elle a un nom, et elle s'appelle le voir dire. Le voir dire, donc, c'est totalement du français. Et elle va servir à sélectionner les meilleurs jurés possibles pour juger notre affaire. C'est donc une grande bataille qui s'engage entre nos deux avocats, qui veulent évidemment composer chacun un jury qui va être bénéfique pour eux et qui va l'être du coup moins pour l'autre. C'est une étape qui est tellement cruciale qu'il existe aux États-Unis des entreprises privées spécialisées dans la sélection des jurés, c'est-à-dire qu'ils vont établir un profil psychologique du bon juré à avoir de son côté en fonction de l'affaire. Ils vont déterminer les bonnes questions à poser à ces jurés pour pouvoir les identifier et être une vraie aide dans la composition d'un jury qui va être de son côté. Même si ça va changer suivant les cas, en règle générale, dans un jury, il y a 12 jurés, plus entre 2 et 4 jurés suppléants. Qu'est-ce que c'est qu'un juré suppléant ? C'est vraiment un rôle de merde, parce que c'est des gens qui sont là en fait pour remplacer les jurés s'il y en a un qui tombe malade, qui meurt, peu importe. Donc ils doivent avoir les mêmes infos que le juré, ils doivent commencer à se forger un avis au cas où, mais si tout va bien, cet avis, ils n'ont absolument pas le droit de le donner puisqu'ils n'assistent pas
aux délibérations. Voilà, donc rôle de bâtard, t'es vraiment là que au cas où il arrive un problème, mais sinon tu ne sers à rien, et dans la plupart des cas, les jurés suppléants ne servent à rien. Dans la vidéo sur Michael Barrison, je vous avais dit que c'était toujours l'accusation qui commençait un procès, et j'ai fait un raccourci, c'est pas tout à fait exact. En fait, le parti qui va commencer le procès, c'est celui qui a ce qu'on appelle en anglais le burden of proof. Qu'est-ce que le burden of proof? C'est celui qui a la responsabilité de prouver le cas. Alors je vais vous expliquer. En fait, suivant les cas, ça va soit être à l'accusation de prouver que le suspect est responsable de ce dont on l'accuse, qu'il est bien coupable, soit à la défense de prouver que le suspect est non coupable. Or, dans l'écrasante majorité des cas, le burden of proof, il est du côté de l'accusation, c'est logique, c'est eux qui accusent, donc c'est normal que ce soit à eux de prouver qu'ils ont bien fait d'accuser cette personne. Comme on considère que c'est plus difficile d'avoir le burden of proof de son côté, eh bien le parti qui l'a va toujours commencer, mais aussi terminer le procès. Comme ça, c'est les premiers et les derniers à parler, ça reste un petit peu plus impactant dans la tête des jurés et c'est vu par la loi comme une sorte de compensation. C'est donc ici la procureure, Maître Tapplegate, qui débute avec son opening statement. Elle va expliquer pendant 37 minutes précisément au jury ce qu'a fait John Jack et elle leur explique de quelle manière elle va leur prouver ça. Et puis ensuite c'est au tour de la défense, donc de Maître Barrow, de faire son opening statement en expliquant pendant lui 53 minutes pourquoi son client est innocent du crime dont il est accusé. Dans les jours qui suivent, le parti qui a le burden of proof va présenter son cas en premier. Ça veut dire qu'ils vont appeler leurs témoins, présenter leurs preuves, etc. Le procédé c'est ensuite toujours le même, donc l'accusation va faire venir à la barre un témoin et l'interroger, et puis au passage présenter ses preuves. Une fois que l'avocat de l'accusation a terminé, le témoin reste sur place, et c'est au tour de l'avocat de la défense, s'il le souhaite, c'est pas obligatoire, de faire ce qu'on va appeler un interrogatoire en contre. C'est-à-dire qu'en fait, il va pouvoir revenir sur tous les points qui ont été abordés pendant le témoignage du témoin et l'interroger à son tour. Et puis une fois l'interrogatoire en compte terminé, si Maître Tapplegate, avocate de l'accusation, estime que y a un petit peu des informations pas très arrangeantes qui sont sorties dans l'interrogatoire en contre, elle peut procéder à ce qu'on appelle un redirect, c'est-à-dire qu'elle peut revenir sur quelques-uns des points qui ont été abordés par l'avocat de la défense pour corriger certaines choses, et puis ça s'arrête là, et on passe au témoin suivant, et il se passe exactement la même chose. Interrogatoire, présentation des preuves, interrogatoire en contre, et éventuellement un redirect. Ça dure comme ça pendant plusieurs jours en général, le temps que l'accusation fasse passer tous ses témoins et présente au passage toutes ses preuves. Une fois que l'accusation a terminé, eh bien, pendant les jours suivants, ça va être au tour de la défense. Et là, ça va être exactement la même chose, c'est-à-dire que Maître Barrow, il va présenter à son tour ses témoins, il peut aussi d'ailleurs rappeler les témoins de l'accusation, et les interroger tout en présentant ses preuves. Puis c'est au tour de l'accusation, donc de Maître Tapplegate, de procéder à son interrogatoire en contre, et là aussi, du coup, il peut y avoir un redirect, et puis on passe au témoin suivant, et on recommence. C'est parce qu'il y a cette histoire d'interrogatoire en contre qu'on évite en règle générale de faire témoigner l'accusé, parce que même si du côté de la défense on va pouvoir lui faire dire et raconter des choses et peut-être ça va émouvoir les jurés, une fois qu'on passe à l'accusation, ça peut casser tout ça et ça peut être extrêmement dommageable pour notre affaire. Mais légalement, c'est à l'accusé de décider s'il veut ou non témoigner. Et l'avocat n'a absolument pas le droit de l'en empêcher. Donc si l'avocat estime que c'est pas une bonne idée, il peut le dire à son client, mais s'il le force à ne pas témoigner, son client peut à son tour porter plainte contre lui. Donc si un accusé veut vraiment témoigner, on le laisse faire. C'est pas le cas dans notre affaire, mais vous verrez que ça a été le cas dans d'autres affaires, et notamment dans le procès d'Alec Murdaugh. Une fois que les deux parties ont fini de présenter leurs témoins et toutes leurs preuves, on arrive à la fin du procès qui se clôture par ce qu'on appelle les closing arguments, qui sont en fait tout simplement des discours de fin. Comme pour les opening statements, ça peut durer un petit peu le temps que veulent les avocats, même si ça arrive qu'il y ait des juges qui imposent des temps réglementaires. En règle générale, s'ils veulent que ça dure 10 minutes ou 1h30, c'est ok dans tous les cas. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est celui qui a le burden of proof, donc généralement l'accusation qui termine le procès. Donc en fait, le closing argument, c'est la défense qui commence par le faire. Ici, c'est évidemment Maître Barrow qui va récapituler son affaire en montrant comment les preuves et les témoins vont dans le sens de sa théorie à lui. Et puis du coup, ce sera ensuite au tour de l'avocate de l'accusation, de la procureure, de prendre la parole,
et à son tour de résumer la situation et de montrer comment les preuves et les témoins soutiennent sa théorie à elle. Donc c'est vraiment un petit moment récap du procès, hein, tout simplement. Les jeux sont faits, l'accusation et la défense ont joué toutes leurs cartes, il est désormais temps pour notre jury de se retirer pour la phase de délibération. Les membres du jury vont d'abord choisir parmi eux ce qu'on appelle a foreperson, qui est en fait le porte-parole, c'est un peu le délégué du groupe si vous voulez. Son rôle ça va être de leader un petit peu les délibérations, de s'assurer que tout le monde respecte la loi, qu'il n'y a pas de débordement, et puis c'est aussi cette foreperson qui est en charge de lire le verdict. Là il y a 3 grandes possibilités, donc soit le jury va déclarer l'accusé coupable, soit non coupable, soit ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord et ils vont déclarer ce qu'on appelle un mistrial. C'est quoi un mistrial? Eh bien c'est tout simplement une annulation du procès. Donc en général ça arrive parce que les membres du jury n'ont pas réussi à se mettre d'accord, donc on va estimer dans ces cas-là que ni l'accusation ni la défense n'avaient un dossier qui était assez bon pour faire pencher la balance, et du coup on annule tout, et on peut éventuellement tout recommencer si on le souhaite, mais il faut que l'accusation recommence tout depuis le départ, refasse une mise en accusation, qu'il y ait un nouveau procès avec un nouveau jury, etc. Donc c'est pas la meilleure situation possible. Bon, dans le cas de John Jack, je vous l'avais dit, la police avait un énorme dossier contre lui, et malgré tous les efforts déployés par ce ténor du barreau qui est Maître Barrow, le verdict est sans appel. John Jack est reconnu coupable du meurtre au premier degré de Charlotte Sterling. Dans son cas, le juge va aussi donner la sentence et l'informer qu'il est condamné à la prison à perpétuité. Mais c'est pas toujours le cas, parfois pour déterminer la sentence, il va y avoir encore un autre procès, donc on fait un procès à part, avec un nouveau juré, avec les mêmes règles que celles que je viens de vous donner dans cette vidéo, mais qui va servir uniquement à choisir la meilleure sentence possible pour le crime pour lequel a été condamnée la personne. Et voilà, vous connaissez désormais toutes les grandes étapes d'un procès criminel aux États-Unis. Je pense que vous le savez, mais je le redis quand même, évidemment, là moi je vous ai donné les cas généraux, il y a plein de subtilités dans la loi, il y a plein de choses qui peuvent changer suivant les cas, suivant les états, etc. Mais on peut pas rentrer dans tous les cas particuliers, parce que sinon cette vidéo durerait littéralement toute la vie, et je pense qu'on a tous et toutes autre chose à foutre, donc on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, pensez à vous abonner, mettre un petit pouce, un petit commentaire, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Baby, you should know you're never safe. When you play these games, you get replaced. Baby, you should know you're never safe.